Bonjour et bienvenue pour ce panel sur un peu les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises du secteur. On va peut-être un peu présenter tout le monde pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi je m'appelle Marc-Antoine, je suis journaliste chez Cryptost, un média crypto dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc je vais commencer avec Faustine. Tu es cofondatrice et ancienne présidente de la DAN et aujourd'hui donc directrice des relations publiques pour Morpho. Gilles Fedac, qui est ancien chercheur à l'INRIA, et à l'ENS Lyon, et qui est maintenant dans le privé avec la start-up iExec, fondée en octobre 2016. Et pour finir, Valéria Faure-Muntian, qui est une ancienne députée, notamment à l'origine d'un rapport sur les cryptoactifs qui a été publié en 2018 et qui est étonnamment complet et approfondi pour un rapport publié en 2018 par l'Assemblée et le Sénat. Trois profils qui se rejoignent pour notre table ronde sur le sujet un peu de la cohabitation entre le pouvoir public et les entreprises. Une cohabitation qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, mais qui est nécessaire. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole en premier à Valéria, avec une première question en rapport justement à cette activité parlementaire. Quels sont les outils dont disposent les députés, les sénateurs, pour comprendre et analyser une nouvelle technologie comme la blockchain? Donc, quels outils ils ont pour l'appréhender et qu'est-ce qu'il leur manque? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour cette invitation et pour cette question qui est fondamentale, mais qu'on se pose très peu en réalité. On ne sait pas vraiment comment, effectivement, les politiques ont l'information nécessaire pour prendre une décision. Donc, il y a plusieurs façons de faire. En ce qui concerne les technologies et l'innovation, qu'il s'agisse de la santé ou qu'il s'agisse du monde économique, il y a un office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui a été mis en place. C'est une chambre paritaire, donc il y a autant de sénateurs que de députés. C'est une chambre qui est dotée de moyens économique, c'est-à-dire qu'on peut embaucher et avoir à disposition des administrateurs des deux chambres. Donc, ils sont recrutés comme pour un emploi, pour cet emploi-là, au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, ils ont la compétence. Contrairement à d'autres sujets comme les groupes d'amitié, par exemple, ou des groupes d'études où les administrateurs se portent volontaires et n'ont pas de rémunération supplémentaire pour ce job-là. Ils le font de manière bénévole parce que le sujet leur tient à cœur, par exemple, l'égalité femmes-hommes. Et donc, forcément, les moyens économiques et techniques sont moins importants. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques dispose réellement de moyens. Donc, la présidence est tournante. Une fois, c'est l'Assemblée nationale qui préside, quelqu'un issu de l'Assemblée nationale, donc un député ou une députée. Une fois, c'est un sénateur ou une sénatrice. Donc, cette chambre-là, et c'est dans ce cadre-là que j'avais coécrit le rapport avec mes collègues députés et sénateurs, où on peut décortiquer réellement une innovation, qu'il s'agisse d'innovation technologique, bioéthique, qu'importe, à destination des parlementaires. Maintenant, il faut qu'ils lisent ces rapports pour apprendre quelque chose. Ensuite, on a d'autres possibilités. Dans le cadre de missions, commissions ad hoc, on peut interroger les spécialistes qui nous semblent utiles. Là aussi, on a un tout petit peu moins de moyens, mais les groupes d'études, par exemple, sont un moyen très intéressant de pouvoir consulter les spécialistes de tel ou tel secteur pour être renseignés sur telle ou telle innovation ou sur telle ou telle activité. Il y a également, évidemment, les commissions, là, pour le coup, qui sont dotées de moyens avec les administrateurs, avec des équipes très investies et formées, où toute la commission interroge un acteur du terrain ou des acteurs du terrain, mais aussi l'administration, également les ministères, pour avoir des informations sur l'activité. Encore une fois, après, ça dépend ce que les députés et les sénateurs en font. S'ils les lisent, s'ils vont chercher le contradictoire. Et là, c'est comme
tout, hein. Si nous, on s'en renseigne avec des biais cognitifs que nous pouvons tous avoir ou des biais culturels, bah, on n'a qu'une source. Donc, il faut avoir aussi comment dirais-je, une curiosité intellectuelle et la capacité de se remettre en question et donc entendre tous les sons de cloche sur un marché, sur une techno, sur un métier, sur une activité. Ok, très bien. Donc ils font un peu leur devoir comme n'importe quel écolier en faisant leurs travaux de recherche. Et ensuite, Ils sont présentent, censés le faire. Parfois, ils font juste confiance aux administrateurs qui ont eux aussi des biais culturels et cognitifs. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. Et on va voir un peu l'autre versant de cette découverte, c'est comment on entreprend dans le secteur de la blockchain en 2016, donc avec Gilles, qui en 2016 était aussi un monde tout neuf avec peu de ressources, peu de visibilité. Exact. Donc c'est vrai que nous, on a fait notre ICO en 2017. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était vraiment très très neuf. Du point de vue des régulateurs, des pouvoirs politiques, c'était totalement inexistant. Mais même de notre point de vue, on n'avait pas beaucoup de bonnes pratiques. Nous, on a été, par exemple, on a fait notre ICO, donc c'était l'émission d'un token et la souscription à un token, sans KYC. À l'époque, ça se faisait sans KYC. Même au niveau des best practices, je dirais, on était vraiment très très loin. Et on a participé un petit peu à toute cette période où on a eu beaucoup de liens avec, notamment, on a peut-être même interagi à cette époque-là, je pense que c'est possible, parce qu'on a participé à plusieurs rapports de la Commission des finances du Sénat, rapports scientifiques de l'Assemblée nationale, etc. etc. J'ai rencontré Bruno Le Maire à l'époque. Et donc on est passé par tout ce spectre-là qui, à la fin, a abouti à la loi Pacte, qui finalement a régulé pas mal de choses. Quand je regarde rétrospectivement, je pense qu'on n'a pas eu vraiment un mauvais accueil en fait. On nous a toujours accueillis de manière assez bienveillante. On a répondu à des questions totalement lunaires. Je me souviens d'un député qui demandait dans quel pays était le Bitcoin. Et il avait vu quelque part une entreprise qui devait s'appeler Bitcoin blablabla, enregistrée à Malte. Et donc en pleine commission des finances, il nous dit « Regardez, c'est à Malte, c'est enregistré dans un pays offshore ». Et donc on a eu des scènes comme ça assez épiques. Mais je dirais qu'on ne nous a jamais vraiment mis des freins. On aurait aimé quand même être entendu sur certains sujets. Je pense que c'est vraiment ce qui est difficile, c'est qu'il y a comme une sorte de manque de confiance. Et quand nous, on vient, qu'on est dans un secteur nouveau et qu'on dit au pouvoir public, on peut discuter de tout, mais attention, ça c'est important, on veut être entendu sur ce point. Je pense quand même que les pouvoirs publics ne sont pas assez à l'écoute et ne nous prennent pas assez au sérieux. Et à un moment, ils devraient dire, bon, si jamais ils viennent me voir pour ça, je peux faire confiance, à la limite, et je risque pas tant que ça. Et malheureusement, sur certains points, on n'arrive pas à être entendu. Je pense que je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Oui, c'est dans les tuyaux. Et justement, Faustine, toi, tu jouais un peu ce rôle de mettre en relation les pouvoirs publics, faire remonter un peu les doléances des entreprises à travers la DAN et aujourd'hui via Morpho. Oui, alors effectivement, la DAN, c'était une association professionnelle. Donc le but d'une association professionnelle, c'est de représenter un secteur. En l'occurrence, la DAN représente les professionnels du Web3. Et le but, c'est de participer à ces débats réglementaires et d'accompagner les pouvoirs publics qui ont la main sur les réglementations, les législations, la fiscalité. Et pour reprendre un peu les points de départ qui ont été évoqués, c'est vrai que les pouvoirs publics, surtout en France, travaillent depuis longtemps sur le sujet. La première chose qu'il a fallu faire, et c'est beaucoup pour rebondir sur ce que tu as dit Valéria, c'est de la pédagogie. Parce que c'est absolument normal que pouvoir public, et quand je dis pouvoir public, c'est gouvernement, administration, parlementaire, régulateur, qui traitent de beaucoup de sujets, c'est absolument normal qu'ils ne puissent pas être experts de tout. Donc la première chose à faire quand on va les voir, c'est d'abord de leur expliquer et d'être des interlocuteurs de confiance et crédibles. Donc on ne va pas leur mentir, on ne va pas leur survendre, on ne va pas leur cacher des choses. Il faut qu'on soit des experts pragmatiques et ensuite dans la phase post-pédagogique de lobbying, qu'on soit constructif. Mais la pédagogie, c'est vraiment extrêmement important. La difficulté, elle est double. C'est que d'une part, vous parlez à des gens qui ont des mandats, qui sont dans des rôles et ça tourne. Donc c'est plutôt un exercice, s'il est indispensable, mais en fait sans fin, puisque au fur et à mesure de ces mandats, de ces nouvelles personnes qui arrivent, en fait, il faut recommencer. Et surtout, et c'est ce que tu mentionnais, Valéria,
sur nos propres sujets, crypto et Web3, on part souvent d'un point de départ biaisé et donc avant de construire, il faut pouvoir déconstruire. Donc en général, vous avez affaire à des gens qui ont entendu parler de Bitcoin, de crypto, à cause d'une médiatisation assez généraliste, qui est plutôt négative, et encore aujourd'hui, il faut le dire. Donc souvent, quand on arrivait devant des interlocuteurs de la sphère publique, c'est des gens qui avaient entendu parler d'un impact énorme écologique de Bitcoin, qui pensent que ça porte des risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme énormes. Donc le problème, c'est que ce sont des gens qui ont aussi pas beaucoup de temps à accorder sur tous les sujets et tous les interlocuteurs qu'ils ont, parce qu'ils traitent de beaucoup de choses. Donc la difficulté, c'est de déconstruire et construire en un temps assez limité quand on a la chance de pouvoir leur parler. Mais la pédagogie, elle est indispensable. Il faut être crédible, parce qu'effectivement, et surtout dans des secteurs naissants comme les nôtres, on va avoir beaucoup d'experts autoproclamés, et ça fait beaucoup de mal au secteur, quand ils sont approchés par des gens qui se disent connaisseurs ou qui portent des positions qui sont totalement farfelues. Et malheureusement, ça aussi, ça peut faire du mal. Il faut se montrer empathique et à l'écoute. Encore une fois, c'est normal que ces gens ne puissent pas être des experts. Et je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup dans le secteur cette tendance à un peu blâmer des late adopters, on va dire, ou des gens qui ne sont pas intéressés très tôt à la crypto, comme si en 2011 on pouvait tous avoir été au courant et dans la liste de diffusion de Satoshi Nakamoto. Donc c'est pas parce qu'on a des nouveaux parlementaires qui en 2025 regardent le sujet, on va pas aller leur dire vous arrivez un petit peu tard. En plus on a besoin d'eux, donc en fait c'est pas du tout la bonne approche. Je pense qu'un des sujets qu'on a pu avoir aussi, c'est qu'il faut savoir à qui on s'adresse quand on est une association professionnelle, ou moi aujourd'hui Morpho en tant que directrice des affaires publiques. C'est vrai que vous avez beaucoup de parties prenantes, je les ai mentionnées, gouvernement, administration, régulateur, etc. Si vous allez parler à l'administration fiscale de souveraineté, ou si vous allez parler à l'Europe de sujets de compétences nationales, en fait, vous faites perdre du temps à tout le monde, et surtout, vous n'allez pas obtenir gain de cause. Donc, c'est extrêmement important, en fait, de savoir et de faire ce travail préalable d'identification et de trouver quels sont les intérêts communs que vous avez avec vos interlocuteurs. Et je pense que ça a été au début quelque chose qui n'a pas été suffisamment fait. Ce Bitcoin, la crypto, c'est hyper intéressant intellectuellement sur le point de vue technologique. Ensuite, la plupart des interlocuteurs, notamment politiques, vont être intéressés par d'autres sujets, la création d'emplois, la création de valeur, la compétitivité, l'autonomie stratégique. Et donc, le but dans ces relations avec les pouvoirs publics, c'est de pouvoir trouver ce socle commun d'intérêt qui est plutôt là qu'au niveau de l'intérêt intellectuel, même si effectivement ça peut aider. Mais c'est plus à ce niveau-là qu'il faut encore et davantage pousser les messages, et qui sont forcément qui vont en fait à la fin imprimer. Ok, merci pour cette réponse très claire. Et donc tu as mentionné qu'il fallait trouver des interlocuteurs. Valéria, vous avez aussi dit qu'il y avait le besoin de faire des rapports avec différents parlementaires. Et du coup, aujourd'hui, quand on voit le contexte politique, les dissolutions de l'Assemblée, les remaniements de gouvernement, est-ce que tout ce contexte ne nuit pas à ce type de travail parlementaire, justement ? Je vais faire une réponse politique, oui et non. Si on a besoin, si un secteur a besoin d'une réforme, d'une prise de position politique, évidemment, l'instabilité politique générale va lui être préjudiciable, voire néfaste, parce qu'il ne se passera rien. Potentiellement évoquer des sujets touchy en cette période-là, c'est un risque d'avoir le contraire et de manière très violente de ce qu'on avait cherché à obtenir. Mais pour les secteurs qui ont déjà une législation de base, et c'est le cas du Web3, il y a eu d'abord la loi Pacte et le statut de PSAN. Ensuite, il y a MiCA qui est un texte européen sans transposition, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par le Parlement pour transposer le texte, c'est le régulateur qui l'interprète directement. En fait, la stabilité politique, elle est presque bénéfique dans le sens où il n'y a pas de nouveauté, et donc du coup on peut se reposer un petit peu le cerveau en ayant déjà absorbé la réglementation préexistante et en la mettant en œuvre. Donc pour le coup, ça dépend ce qu'on recherche. S'il y a besoin d'une prise de position forte au niveau national, évidemment l'instabilité politique est un problème. Si ce n'est pas le cas,
Le fait que rien ne bouge, ça reste de la stabilité réglementaire. Donc, ce n'est pas un mal non plus. Ok, donc on aurait peut-être dû avoir la dissolution entre Pacte et MiCA. Alors, pour le coup, MiCA, c'est une inspiration européenne de la loi Pacte, donc on n'aurait rien pu échanger, à moins qu'il y ait une instabilité européenne pendant très longtemps. Mais en l'occurrence, MiCA n'est pas une catastrophe non plus, on peut en parler longuement. La régulation est une bonne chose, c'est une façon aussi des Européens d'exister sur la scène internationale. Mais la régulation, c'est un gage de confiance aussi. À partir du moment où un secteur est régulé, vous avez de plus en plus de particuliers et des entreprises dites classiques qui vont adhérer parce que y a une réglementation. C'est pas Far West, donc ça peut être aussi bénéfique. Ok, très bien. Mais d'ailleurs, en termes de cohabitation, Faustine avec Morpho, vous avez fait quelque chose avec Société Générale il n'y a pas longtemps, avec SG Forge. Mais avant de venir sur ça, je voulais demander si c'était pas compliqué aussi pour vous, cette instabilité politique, et créer des liens, mais cette fois plus du point de vue des relations publiques et de ce qu'on appelle un peu le lobbying. Alors forcément, c'est pas évident de gérer en ce moment quand on a un gouvernement le dimanche soir et qu'on n'en a plus le lundi matin. Mais en soi, le lobbying qu'on peut faire, il n'est pas uniquement à la direction du gouvernement ou si on se plaçait dans l'hypothèse d'une dissolution vis-à-vis des députés. En fait, les parties prenantes à la mise en place de réglementation, de législation, elles sont multiples. Et en plus, on est en Europe, donc on va s'adresser à des parties prenantes françaises et des acteurs européens. Donc effectivement, en ce moment, on va dire qu'il ne faut pas travailler intensément avec les ministères. Pour l'instant, les députés sont encore en place, mais effectivement, il y a peut-être un risque là. Donc, dans la période actuelle, il faut qu'on reste sur les points fixes. Donc, en France, ça va être le Sénat, ça va être les régulateurs qui vont continuer à être des interlocuteurs sur ces sujets. Et il y a des sujets européens avec les institutions européennes. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'instabilité est effectivement pénible, surtout là où je suis d'accord, c'est que ça peut laisser des marges de manœuvre à des gens qui peuvent prendre des arbitrages puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir politique. Je pense par exemple à l'administration qui normalement c'est du travail technique, mais c'est vrai qu'en l'absence de garde-fous, ils peuvent peut-être faire un peu de zèle sur des sujets. Je pense par exemple à l'administration fiscale. Ensuite, il y a quand même une continuité qui peut s'opérer d'un cabinet ministériel à un autre, parce que il y a les ministres qui changent, qui portent les sujets, mais ils ont des équipes, il y a des conseillers, et en général, il y en a quand même qui arrivent à aller d'un cabinet au suivant et qui peuvent permettre de maintenir la continuité sur certains sujets. Donc, il faut relativiser. C'est sûr qu'on va dire que c'est pas une période extrêmement intéressante intellectuellement, et en plus, ça nous grandit pas, je dirais, par rapport à l'image que ça renvoie. Mais il y a des moyens de travailler quand même avec les autres interlocuteurs qui sont les nôtres. Oui, quand tu dis que les ministres changent mais se ressemblent un peu, c'est vrai qu'on peut penser à notre dernier Premier ministre qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient d'avoir. Et du coup, Gilles, pour rebondir sur l'instabilité politique, du point de vue un peu plus de la start-up, j'imagine en pensant par exemple à certaines lois qui peuvent ou non être appliquées, comme la taxe Zuckman, que ça fait aussi une espèce de couperet au-dessus de la tête dont on ne sait pas s'il va tomber et avec lequel il va falloir composer ou non. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'adore la taxe Zuckman. C'est le truc le plus what the fuck qu'ait jamais fait un politicien. Je suis fier que ça soit une invention française et qui montre quand même notre créativité et notre leadership en matière de créativité fiscale. On est toujours au top. Franchement, on est très très bon. La loi Zuckman, donc on dit c'est pour les riches. C'est une manière un peu de cacher le truc en mode surtout ne regardez pas ce qu'il y a dedans. C'est au-dessus de 100 millions, ça ne vous concerne pas. Moi, quand on ne me dit pas de regarder, je regarde, je suis comme ça, c'est ma nature, je suis curieux. Et donc, j'ai jeté un œil. La loi Zuckman, il y a toute une partie ISF, ça on la met de côté. On connaît, on sait ce que c'est les châteaux et tout. Mais par contre, il y a une partie qui est nouvelle. Et cette partie nouvelle, en fait, il y a 3 choses pour moi. Alors, je suis informaticien, je ne suis pas fiscaliste ni économiste. Donc, je vous le dis avec de ce que j'en comprends comme informaticien. Il y a une partie qui est la taxe sur la valeur d'une entreprise. Il y a une deuxième partie qui est que cette taxe, elle n'est pas payée par l'entreprise, elle est payée par une personne. Et il y a une troisième partie qui a un seuil qui est 100 millions d'euros. Donc maintenant, je vais passer sur ces 3 points
et regarder un petit peu comment est-ce que ça nous impacte quand on est une start-up, enfin quand on est dans du VC, du capital risque, et quand on est dans la crypto. Alors le premier effet qui est rigolo, c'est le fait que ça soit sur la valeur des entreprises. Moi, quand j'envoie une liasse fiscale, je n'ai pas une case où c'est marqué « valeur de l'entreprise ». Ça n'existe pas. La valeur d'une entreprise, il y a plein d'entrepreneurs, ils ne la connaissent absolument pas. C'est marqué nulle part. Dans la vie d'une entreprise, des fois, la valeur de l'entreprise, on la connaît. Déjà, il y a plein de manières de la mesurer totalement différentes, hein, selon que vous êtes une entreprise cotée, non cotée, dans du capital risque, une ETI. C'est pas du tout les mêmes, on regarde, mais vraiment pas du tout de la même manière. Dans la vie d'une entreprise, des fois, vous êtes amené à déterminer cette valeur-là. Ça peut être au moment, par exemple, de faire un apport de titres dans une holding. Ça peut être au moment de l'exit tax. Ça peut être quand vous faites des augmentations de capital ou des choses comme ça. Et là, évidemment, il y a plein de manières différentes de faire. Quand vous êtes dans la crypto, nous, on a eu à faire ça, cette opération-là. Quand vous êtes dans la crypto, si vous allez voir un commissaire aux apports, il vous regarde avec des grands yeux et vous dit « mais moi, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas déterminer quelle est la valeur de ton entreprise. » Parce que le gars, il s'engage là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On va avoir des cabinets, des grands cabinets comptables hein, qui sont sur la place, type KPMG, EY, etc., etc. On les paye très cher. Moi, ça m'avait coûté, je crois, 70 000 €. Ils font un rapport, et ce rapport, il envoie au commissaire aux apports, et commissaire aux apports. Et là-dessus, on peut, voilà, on a quelqu'un qui certifie que, OK, cette entreprise, elle coûte tant. Ensuite, on dialogue avec l'administration fiscale. Mais le dialogue, il est extrêmement simple, parce que c'est du report d'imposition. Personne ne va payer cet impôt. Donc, on ne va pas s'énerver, on ne va pas se crêper le chignon. De toute façon, c'est quelque chose qui ne sera pas payé. Donc, tout le monde est d'accord. Il suffit d'avoir le chiffre. Là, dans la taxe Zuckman, ça va être très différent. Il va falloir dialoguer avec l'administration, mais ça va être sur la base de l'assiette. Et donc, forcément, le dialogue il va être très compliqué, parce que comment est-ce qu'on va se mettre d'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas grave. Ça ne concerne que, finalement, les startups qui vaudraient plus de 100 millions s'il n'y avait qu'un seul actionnaire. Donc, s'il y a X actionnaires, plus de X fois 100 millions, en gros. Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et c'est ce qui m'amène au point 2. Le point 2, c'est que la taxe, elle n'est pas payée depuis l'entreprise. Elle est payée par une personne qui détient l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez par exemple le cas de Xavier Niel. Xavier Niel, c'est un des plus gros comment on appelle ça, business angels que la France ait connu. Il a investi dans plein de startups. Donc quand on veut déterminer quelle est la fortune de Xavier Niel, professionnel, il va falloir faire finalement une évaluation de toutes les startups dans lesquelles il aurait mis de l'argent, et voire même de toutes les startups dans lesquelles, un fonds dans lequel il aurait mis de l'argent aurait mis de l'argent. Donc il y a un effet boule de neige qui est absolument génial. Il y a aussi un autre effet qui se coule qui est assez rigolo, c'est maintenant imaginez que vous êtes un board, vous êtes dans un board. Dans ce board-là, vous avez des fonds d'investissement et vous avez par exemple le fondateur. Mais vous avez le fondateur qui lui est soumis à la taxe Zuckman et vous avez des fonds qui ne sont pas soumis à la taxe Zuckman. Donc vous avez un fondateur qui à un moment veut capter cet argent-là parce qu'il faut quand même qu'il sorte tous les ans 2% de la valeur de l'entreprise pour payer les impôts. Et à côté de ça, vous avez un fonds qui potentiellement peut se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je vous prends un exemple. On a eu Tether. Donc là, il y a une annonce de Tether. Donc c'est ceux qui font l'USDT. Ils font une augmentation, si ma mémoire est bonne, de capital de 20 milliards pour une valorisation à 500 milliards. Imaginez que vous êtes le patron de Tether et imaginez que vous êtes un fonds. Donc vous mettez ces 20 milliards-là et à côté du board, j'ai le patron qui a disons 20 ou 30% de l'entreprise. Disons 30%. 30%, ça fait 30% de 500 milliards, on va dire 150 milliards. 2% de 150 milliards, ça fait 3 milliards. Donc la personne, tous les ans, elle doit sortir 3 milliards. Vous mettez 20 milliards dans la boîte, ça veut dire qu'en gros, en 3 ans, il y a la moitié de l'argent que vous avez mis qui n'a servi qu'à payer la taxe du patron. C'est tout. Uniquement ça. Donc vous avez quand même un truc qui est assez hallucinant. Ça va être, ok, vous êtes un entrepreneur français, vous avez créé une société, comment les fonds vont réagir ? Je veux dire, comment est-ce qu'ils vont réagir ? Évidemment, ils vont dire, en fait, tu pars quoi ? Tu ne restes pas en France, c'est pas possible. Alors, il y a un troisième effet rigolo, c'est l'effet de seuil. Pour bien se visualiser cet effet de seuil, on va faire un petit jeu. Je l'ai appelé, c'est Gabi et le pizzaiolo. Vous allez tous vous mettre dans la place d'un pizzaiolo, mais pas n'importe quel pizzaiolo. Le pizzaiolo qui, il y a de ça 15 ans, avait vendu 2 pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins. Donc vous aviez 10 000 bitcoins. Bon, entre-temps, il s'est passé plein de choses.
Le Bitcoin est arrivé à 1000 $, vous êtes dit, oh là, les armes ne montent pas au ciel, j'en vends la moitié. Après, vous avez perdu un doigt, vous avez perdu quelques Bitcoins dans l'aventure. Aujourd'hui, il vous en reste 1000. Vous êtes ce pizzaïolo, vous avez 1000 Bitcoins. On est dans le futur, mais un futur probable où la taxe Zuckman, évidemment, a été implémentée. On est en fin d'année. Nous sommes le 31 décembre 2025. La taxe Zuckman est là. Vous avez 1000 Bitcoins et le cours du Bitcoin est à 100 000 €. Que faites-vous? Option A, vous payez la taxe Zuckman. Option B, vous achetez une caisse de champagne et vous célébrez le 31 décembre et vous ne payez pas les 2% de la taxe Zuckman. Question un petit peu difficile, je vous laisse réfléchir. Je vous donne un indice, vous n'avez pas de doctorat en économie, ça peut peut-être vous aider à faire la différence. On va partir sur un autre scénario un petit peu plus complexe. Nous sommes cette fois le 24 décembre, Noël. Le Bitcoin est à 101 000 euros. Et donc là, finalement, vous avez 101 millions de valeur. Et donc, vous êtes soumis à la taxe Bitcoin. Il ne vous reste que 7 jours. Vous avez 1 million d'euros à dépenser. Non, Faustine, on ne peut pas les boire, ça fait beaucoup trop. En une semaine, on n'y arrivera pas, même si on met tout la danne, c'est pas possible. Donc, qu'allez-vous faire? Scénario, bon, évidemment, là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de payer la taxe Zuckman. Alors là, il y a un petit effet de bord qui est assez rigolo. C'est, bon, mais finalement, pour payer ces 2 millions de taxe Zuckman, combien ça va me coûter? Enfin, vous, en tant que pizzaïolo, combien ça va vous coûter? Ça va marcher comme ça. Vos bitcoins, vous ne les avez pas. Ils sont dans la pizzeria. Quand vous avez vendu vos pizzas, c'est la pizzeria qui a encaissé les bitcoins. Donc, vous allez commencer à en vendre. En fait, il va falloir que vous vendez pour 4 millions de bitcoins. Pourquoi? Vous en vendez 4. C'est taxé à l'IS, 25%. J'arrondis. Il y a 1 million qui part pour l'IS. Vous en reste 3. Vous les redescendez chez vous pour pouvoir les payer en personnel. Ça passe par la PFU, la flat tax. On enlève 30%, 1 million. Il vous en reste 2. Les 2, vous les donnez à l'État. Vous avez donc vendu pour 4 millions de bitcoins pour payer 2 millions de flat tax. C'est vrai, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai fait l'ICO. Donc je peux vous assurer, c'est comme ça que ça marche. Scénario numéro 3. Bon, on peut aller encore un petit peu plus loin. Nous sommes maintenant le 1er décembre. Et là, on est dans une superbe chandelle. Le Bitcoin vaut 200 000 €. Vous avez donc 200 millions d'euros. Que faites-vous? Vous êtes toujours dans la même situation. Option A, je paye la flat tax, 8 millions. On a compris maintenant combien ça a coûté. Option B, puisque je suis pizzaïolo et ma foi d'origine italienne, peut-être que je vais retourner en Italie. Parce que voyez-vous, on est dans une situation assez étonnante avec la taxe Zuckman. En France, vous êtes certain que vous ne payerez jamais moins de 2 millions d'euros. Alors qu'en Italie, ils ont passé une loi où vous ne payerez jamais plus que 200 000 € d'impôt sur le revenu. Donc vous voyez, on est quand même dans des situations qui sont assez abracadabrantesques. Mais il y a encore plein d'autres choses qu'on peut regarder. Vraiment, il y a plein d'autres choses. Moi, ce qui m'énerve le plus, si vous voulez, dans la taxe Zuckman, ce qui me met un petit peu en colère, c'est pas en vrai, c'est pas la taxe. C'est que, d'abord, cette personne-là, c'est comme un chercheur, Zuckman. Moi, j'ai un passé de chercheur. Au niveau scientifique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me sortent par les trous de nez. Par exemple, le fait qu'on parte sur le classement de Challenge, mais le classement de Challenge, ça n'a rien à voir avec plus de 100 millions d'euros. Déjà, le classement de Challenge, c'est 250 millions d'euros pour entrer dedans. Des entreprises qui valent plus de 100 millions d'euros, je pense qu'il y en a beaucoup en France, beaucoup. Et puis quand on dit 100 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros aujourd'hui, mais évidemment demain ce sera 10. Et 10, ça concerne tout le tissu industriel sur un truc qui est extrêmement fragile, extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et c'est vrai que, oui, quand on entreprend, qu'on entend des trucs comme ça, franchement, c'est un peu flippant, quoi. On se dit, mais à quelle sauce on va se faire bouffer, quoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit exposé sur la taxe Zuckman. Je vous invite à en parler au bar, on aura plein de choses sympas à se dire. Bon, pour résumer, c'est plutôt un avis négatif sur la taxe Zuckman. Tu sais, moi, écoute, comme j'ai un certain âge, je suis déjà parti, j'ai déjà été expatrié une première fois pour le service national. Je fais le service national de la coopération. Puis une deuxième fois après ma thèse, parce qu'on m'a dit, écoute Gilles, si tu veux être chercheur, il faut que tu ailles faire un postdoc. Postdoc à l'étranger. Voilà, si une troisième fois, ça va être pour, ma foi, éviter la taxe, c'est pas grave. Enfin, je suis de bonne humeur toujours. Bon, comme ça, le gouvernement est prévenu. Pour rester un peu sur les obstacles qu'on a dans l'entrepreneuriat et le Web3 en France, je vais me retourner vers Faustine. La politique, c'est pas la seule chose qui puisse nous bloquer. Pour développer l'écosystème, on a aussi besoin de créer des ponts entre les boîtes crypto et les boîtes un peu plus traditionnelles.
Et ma question, c'est est-ce que typiquement les banques ou les entreprises ouvrent volontiers leurs portes pour des coopérations et des collaborations avec les entreprises du secteur? Alors ça reste compliqué, même si ça change et que c'est un petit peu moins difficile que ça l'avait été. Et j'aimerais bien qu'on parle des banques, mais aussi des assurances, parce qu'en général, les assurances s'en sortent bien. Parce qu'on parle toujours des problèmes de bancarisation, mais on ne parle pas du tout des problèmes qui sont opposés par les compagnies d'assurance à l'entrepreneuriat crypto, et notamment le fait qu'elles ne proposent absolument pas de police d'assurance adaptée à ces nouvelles activités et qu'elles ne veulent pas se lancer dedans. Donc je vais englober tout le monde parce qu'elles s'en sortent en général assez bien. Mais oui, les problèmes de bancarisation, que ce soit des entreprises crypto ou de vous en tant qu'investisseur crypto ou utilisateur de plateformes, ils sont réels, et ils existent quand même encore. C'est des problèmes qui étaient assez partagés, c'est-à-dire c'était existant en France, c'était existant aux États-Unis jusqu'il y a peu de temps, et d'ailleurs c'était même une politique assez assumée de l'administration Biden de débancariser et d'exclure financièrement les business crypto et les citoyens américains utilisant de la crypto. Alors ça a changé depuis un an avec le changement d'administration et l'élection de Donald Trump. En France et en Europe, c'est moins vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui se sont quand même ouvertes. Je pense à la banque de Lubac, par exemple. Je pense même à BPCE qui a ouvert sa filiale Exarch. Je pense à KCIS qui permet de conserver des instruments financiers sous forme crypto. Donc ça a un petit peu plus attiré. Il y a plusieurs raisons au fait que ça change, même si c'est extrêmement lent et qu'on peut le regretter. Tout d'abord parce que la question aujourd'hui que les banques ne se posent plus, c'est est-ce que l'innovation crypto, est-ce que les technologies blockchain sont là pour rester? J'ai pu le tester il y a 2 semaines auprès d'une assemblée générale de banquiers et ils ont passé ce cap de « on n'y croit pas ». On n'y croit pas, mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était vraiment le pari. C'était « bon, ça ne marchera pas », puis si ça marche, on rachètera les petites startups. Bon courage pour acheter Coinbase aujourd'hui. Mais ça, c'est une question qui ne se pose plus. Ils se sont rendus compte aussi de la concurrence accrue qu'il y a de la part des fintechs générales et de la part d'acteurs crypto, avec des gens qui vont clairement sur leur plate-bande, donc ils vont proposer, et notamment les fintechs, de l'acquisition ou des services crypto et des services bancaires et financiers. Et donc finalement qui vont avoir une offre généraliste très intéressante et notamment pour une clientèle qui ne va pas être captive aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait aussi ce pari-là pour les banques de se dire « bon, j'ai mon réseau de clients qui sont plus ou moins satisfaits, qui pour la plupart auront probablement la flemme d'aller voir un autre intermédiaire. Moi, je vais leur dire que la crypto, c'est sale de ne pas y toucher. » Alors, ils le font toujours. On va dire que peu de banques vont vous encourager à investir dans la crypto et en plus, peu de banques vont le faire pour vous, donc c'est pas dans leur intérêt. Mais pour une clientèle non captive et notamment jeune, en fait, c'est pas vrai. Et ça, ils se rendent compte que de plus en plus, c'est des gens qui vont leur échapper. Alors, ils savent aujourd'hui que voilà, il y a 10% de Français qui détiennent des cryptos. Ce qui les fait bouger en général, c'est sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire le rapport annuel que la DAN faisait avec Ipsos, c'est que vous avez 70% des Français qui préféreraient passer par leur banque pour acquérir des cryptos ou pour bénéficier de services crypto. Et ça, c'est un chiffre qui les fait aussi bouger parce qu'ils se disent « Ah d'accord, donc c'est sûr qu'il y a des plateformes, il y a des fintechs qui leur proposent ça. Mais moi, en tant qu'intermédiaire traditionnel, finalement, je reste un interlocuteur pour ces gens-là. » Donc ça les fait bouger. Ce qui aussi les aide dernièrement, c'est la mise en place de réglementations plus abouties. Donc la France a réglementé les marchés crypto depuis 2019. Alors ça n'a pas été suffisant au début, parce que les banques ont successivement opposé des arguments pour justifier de ne pas y aller. Donc au début c'était le bitcoin n'a pas de valeur, ça repose sur rien. Ensuite c'était il y a un risque de blanchiment au financement du terrorisme qui est démentiel, je ne sais pas le gérer et je ne veux pas y aller. Ensuite, ça a été l'empreinte environnementale est catastrophique. La mise en place de la réglementation a permis de débunker ces arguments qui n'en sont plus. Surtout la mise en place de la réglementation européenne. Donc on a parlé du règlement MiCA, qui est un règlement qui a permis d'harmoniser au niveau européen les conditions d'exercice des marchés crypto et donc aussi les conditions de concurrence, avec des règles un tout petit peu plus poussées que ce qui avait pu être mis en place en France. Mais en même temps, c'est normal, en 2019, tu t'en rappelles et tu étais là à ce moment-là, mais l'écosystème n'avait rien à voir avec l'État en 2025. Enfin, on est sur une industrie totalement différente. On est quand même toujours sur une industrie de petites, moyennes entreprises, mais alors en 2019, imaginez. Donc,
déjà, la réglementation, elle est arrivée tôt. On n'allait pas mettre une réglementation démentielle pour des jeunes projets qui se lançaient. Et surtout, même si également ça a changé, on parlait de volume et on parlait de risque, ça n'avait rien à voir avec la banque finance traditionnelle. Voilà, juste pour se rappeler pourquoi on ne met pas tout de suite l'arsenal bancaire, financier, législatif aux cryptos en 2019, ça c'était plutôt pragmatique de la part des pouvoirs publics et poussé par les crypto-parlementaires à l'époque. Et voilà, cette réglementation européenne fait bouger et la réglementation qui est en train d'être mise en place en Amérique aussi. Et surtout sur les sujets stablecoin et tokenisation, qui sont vraiment des produits d'appel pour ces institutions bancaires et financières qui peuvent encore un peu avoir peur de Bitcoin ou de crypto dont ils ne comprennent pas ce que c'est, qui sont un peu nouveaux. Par contre, quand on leur parle de mettre des actions, mettre de la dette, mettre des parts de fonds sur la blockchain, quand on leur parle de stablecoin, c'est-à-dire de l'euro qui circule sur la blockchain, du dollar qui circule sur la blockchain, en fait, ils comprennent tout de suite beaucoup mieux de quoi on parle. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire une réglementation de ces marchés-là, et donc la création de conditions favorables au développement de cet écosystème-là, aussi les fait bouger. Et enfin, peut-être un dernier mot sur le rôle des associations traditionnelles, des acteurs traditionnels. Donc, je pense à l'Anacofi pour le conseil en investissement, pour la gestion de patrimoine. Je pense à l'OCBF pour les banques. Je ne parlerai pas de la Fédération bancaire française qui ne sont pas du tout en promotion de la sensibilisation de leurs membres à ces sujets. Je pense à l'AMAFI pour les marchés financiers, l'AFG pour la gestion financière. Les associations professionnelles de la place financière française, de plus en plus, sensibilisent leurs membres à s'intéresser et se saisir de ces innovations et leur permettre de mieux comprendre. Et là, je vais peut-être parler d'un exemple très particulier qui est celui de Morpho pour qui je travaille, comprend que l'on peut interagir avec cette innovation et ces nouveaux acteurs. Et donc autant les banques ont compris qu'il y avait une concurrence et une compétition assez importante de nouveaux intermédiaires, de nouvelles plateformes, autant ce qu'ils sont en train de comprendre, c'est que des protocoles de finance décentralisée comme Morpho pour le prêt-emprunt de crypto, en fait c'est un levier technologique, c'est un outil sur lequel ils vont pouvoir construire. Donc on n'est pas sur de la compétition, on est simplement sur une nouvelle infrastructure financière technologique dont ils vont pouvoir eux-mêmes se servir pour diversifier leurs activités, le prêt-emprunt par exemple, pour aller chercher une nouvelle clientèle et finalement pour faire partie de ce nouvel écosystème financier qui est en train de se construire et dont ils comprennent enfin qu'il se construit grâce à ces technologies. D'accord. Donc, elles commencent à ouvrir leurs portes, pas forcément aux entreprises elles-mêmes, mais aux intérêts économiques de la technologie qu'elles peuvent y trouver. C'est vrai qu'ils ne voient pas beaucoup le marché je pense aux prestataires de services sur cryptoactifs qui auraient besoin d'être bancarisés, qui auraient besoin de compagnies, que des assurances se saisissent. Ils voient beaucoup moins le marché plutôt que de développer eux-mêmes leurs activités stablecoin, tokenisation. Ok, très bien. Et justement, pour rebondir sur ce que tu as dit avec l'Anacofi, Valéria, tu es aussi, parce que j'ai dit tout à l'heure, ancienne députée, mais aussi déléguée générale donc de l'Anacofi, qui est l'association des... Je vais le faire. Donc, Anacofi est une confédération d'associations qui est un agrément d'une part de l'AMF et d'autre part de la CPR. Et donc, nous sommes les co-régulateurs des conseillers en investissement financier et des courtiers en banque et en assurance. Ok, parfait. Entre autres. Et donc ma question porte justement en particulier sur les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement qui sont représentés par l'Anacofi. Est-ce que ces gens-là ou d'autres métiers de l'Anacofi voient donc les cryptos et les startups crypto comme une menace pour leur activité et leur métier ? Alors, absolument pas. En l'occurrence, les intermédiaires en opération de banque et donc en crédit ont l'habitude de travailler qu'avec la banque classique, principalement pour faire du crédit immobilier, de la restructuration de dettes et du pré-conso. Si demain, le service de prêt lié aux cryptos se développer, ils feront d'intermédiation à condition d'y être formés. Donc, ce sont des acteurs qui peuvent travailler finalement avec n'importe qui porte le risque
du crédit parce qu'ils ne le portent pas en leur sein, mais ce n'est pas du tout leur sujet actuellement. Ils ont plutôt du mal à obtenir de la part des établissements bancaires classiques des lignes de crédit parce que on sait que le marché du crédit s'est rétracté à cause des taux, à cause de l'inflation. On le voit l'impact sur l'immobilier. Donc leur préoccupation principale, c'est de survivre aujourd'hui sur leur marché actuel et ils ne voient pas du tout encore, en tout cas, ce n'est pas du tout leur sujet, le marché de la crypto. Par contre, les conseillers en investissement financier sont très intéressés, très impactés. Donc, ils sont régis par l'autorité des marchés financiers. Ils étaient déjà au courant du statut PSAN et à l'issue de la loi Pacte, ils étaient quelques-uns, vraiment très peu nombreux, à s'y intéresser. Mais depuis la mise en place du règlement MiCA, ils sont de plus en plus nombreux à nous interroger de leur place. Parce que comme finalement les banquiers, ils se rendent compte qu'être un acteur classique, ce que disait Faustine, être un acteur de confiance, un tiers de confiance classique, leur permet de diversifier leur offre à destination de leurs clients. Et les clients sont très demandeurs depuis l'élection de Trump. Clairement, on a un engouement de la part des particuliers dans les investissements liés aux cryptos. Donc, vous avez le courtage en assurance qui peut être intéressé par les instruments financiers dits classiques dans le cadre de l'assurance vie, mais pour le coup, ce n'est pas le monde du Web3, c'est plutôt le monde de la finance qui a un petit peu accès à la crypto. Mais les CIF, eux, par contre, sont très intéressés, très impactés. On s'est longuement battu, et merci Faustine pour ton soutien à l'époque avec Adan, on s'est beaucoup battu avec l'AMF pour avoir un régime préférentiel pour les CIF, pour pouvoir justement faire du conseil personnalisé en crypto. L'AMF l'a refusé en bloc. Aujourd'hui, on se bat sur d'autres sujets, typiquement le fait de pouvoir, pour un CIF, de recommander une plateforme PSAN ou PSA, futur PSA, à son client. On n'est pas encore parvenu à un résultat concluant, mais j'ai déjà, par exemple, au sein de l'Anacofi, qui compte plus de 3000 CIF, au moins 5 qui sont intéressés pour aller chercher le statut PSA, qui n'est pas simple à obtenir. Et là, on réfléchit à comment les accompagner avec cette future double étiquette. Mais clairement, le marché de l'intermédiation classique bouge vers le Web3. Ok, d'accord. Donc on n'est pas dans une opposition. Absolument pas, bien au contraire. D'accord, très bien. Mais on va finir avec Gilles, justement, cette question sur ce sujet des cohabitations. Est-ce que toi, donc en tant qu'entrepreneur du côté Web3, tu as pu dresser des partenariats avec des entreprises du secteur? Parce qu'on voit que iExec fait beaucoup de partenariats avec des boîtes du Web3, avec des protocoles. Et qu'en est-il des partenariats avec les entreprises un peu legacy de l'écosystème traditionnel? Ouais, c'est une bonne question. C'est des choses qu'on a essayé de faire pendant très longtemps. On y a consacré plusieurs années et beaucoup d'efforts. Moi, ma constatation, elle est un petit peu mitigée là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent très facilement. C'est les portes des directions de l'innovation. Donc ça, les gens adorent. Voilà, ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce que c'est, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. D'une fois qu'on a passé ces portes-là, le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, j'avoue qu'après après avoir tenté énormément, obtenu quelques succès, c'est une porte qu'on a fermée un petit peu définitivement. Et depuis, on se concentre essentiellement sur le Web3, où on voit que c'est quand même... Bon, d'abord parce que ça nous fait plaisir, c'est là où on se sent bien. C'est là où aussi on s'amuse, soyons clairs. Et c'est également là où on a du succès. Voilà. Donc pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'élaborer beaucoup plus. Ok, très bien. On a quand même un bel exemple de cohabitation qui a réussi. On a Morpho et SG Forge qui a annoncé l'arrivée de la Société Générale dans le marché du lending avec un tunnel franco-français du début à la fin. Donc Faustine, comment on pourrait faire pour créer d'autres exemples comme celui-là, pour mettre d'autres cohabitations réussies? Alors je pense que ça dépend de quelle cohabitation on parle. Peut-être que je vais me focaliser sur celle que je peux illustrer avec Morpho. C'est effectivement ce qui s'est passé et quelle est la vision de Morpho sur l'institutionnalisation.
c'est que la finance décentralisée, c'est donc vraiment le retour aux sources dans l'idéologie crypto, c'est-à-dire la possibilité de tout faire en pair à pair sans intermédiaire. Donc si je prends Morpho, vraiment l'usage de base, c'est que vous pouvez prêter ou emprunter via le protocole, via le code qui est déployé, sans passer par une banque, puisqu'en fait Morpho n'est pas l'intermédiaire entre le prêt et l'emprunt. Si vous avez de l'argent et que vous voulez le placer pour être rémunéré, et ben vous le mettez dans le protocole. Ceux qui ont besoin d'argent, qui vont être donc les emprunteurs, et ben ils vont aller chercher dans ces pools de liquidité ce dont ils ont besoin, et donc ils vont payer des intérêts à ces personnes qui ont donné leur liquidité pour ceux qui en avaient besoin. Donc on n'a pas de banque, on n'a pas d'intermédiaire là-dedans. Ensuite, quelle est la vision? C'est que l'adoption massive de la crypto va probablement plus passer par les intermédiaires qui vont aider, parce que aller directement sur les protocoles, jouer avec la DeFi, avec la finance décentralisée, ça veut dire que tout un chacun est aguerri, que tout un chacun sait ce qu'est la DeFi, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir son propre portefeuille de crypto. Donc c'est des responsabilités en plus, c'est être sûr d'avoir les bonnes pratiques, de savoir ce qu'on fait de sa clé, ce qu'on ne fait pas de sa clé aussi. C'est avoir ses propres cryptos, c'est être assez serein sur les risques cyber auxquels on peut être exposé et comment s'en prémunir. Donc il y a quand même un certain nombre de personnes, une certaine partie de la population qui vont préférer quand même déléguer ces responsabilités à des intermédiaires et qui sont dans des écosystèmes qui leur sont confortables. Enfin, Société Générale ou Morpho a fait des partenariats avec Coinbase, avec Crypto.com, avec Ledger, avec Kiln, avec un certain nombre d'autres parties prenantes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont préférer rester dans ces environnements-là où c'est beaucoup plus confortable. Et c'est par exemple ce que propose Coinbase. Vous êtes un utilisateur de Coinbase, et ben vous pouvez accéder à Morpho sans jamais sortir de l'environnement Coinbase. Et c'est Coinbase qui gère tout. C'est Coinbase qui interagit avec le protocole. C'est Coinbase qui crée le wallet pour vous. Et c'est plutôt ça qui va se passer. Donc ensuite, alors effectivement, il y a les plateformes crypto qui vont être ces intermédiaires-là vers la DeFi. De plus en plus, les banques, alors Société Générale, Forge est le premier exemple de banque française qui a fait ce partenariat avec Morpho. On en attend d'autres, il y a beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi j'ai commencé en parlant de quoi on parle, de quelle interaction? C'est parce que je pense que si on parle d'interaction entre banque et un autre intermédiaire ou banque et finance décentralisée, ce ne sera pas la même chose. Mais donc, actuellement, quel est le message que je passe à ces intermédiaires bancaires et financiers qui regardent ce qu'est la finance décentralisée? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas finalement un compétiteur direct, mais c'est vraiment un outil technologique, un levier technologique qui peut être utilisé si vous êtes une banque, une institution financière, et qui vous permet en fait d'accéder à ce nouvel écosystème de services bancaires et financiers que vous pouvez fournir, ou à cette nouvelle clientèle qui veulent utiliser cette DeFi. Donc encore une fois, j'en reviens à toujours la base. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Et surtout, là où on va être aussi différenciant, si je prends l'écosystème finance décentralisée, c'est qu'autant il y a une réglementation sur les marchés crypto, autant sur la finance décentralisée, ça se construit et ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on soit hyper rassurant et surtout il faut qu'on fédère ces intermédiaires-là qui vont comprendre les opportunités que c'est d'interagir avec la DeFi, de la laisser grossir, et demain, quand il y aura des débats réglementaires qui ne seront pas opposés avec la volonté de mettre des règles hyper strictes sur la DeFi ou des règles hyper strictes sur ces interactions-là. Donc l'avantage qu'on a, et c'était la vision de Morpho qui m'a recruté il y a quelques semaines, c'était de préempter tous ces débats-là, c'était de préparer les esprits à cette réglementation qui va se mettre en place et le fait qu'on ait des parties prenantes à sa construction, et de fédérer autour de l'intérêt commun que cette réglementation, elle soit adaptée et proportionnée, parce que finalement, on en bénéficiera tous. Ok, merci pour ces éléments. Je vais peut-être en allant un peu plus vite, vu que je vois qu'on est un peu déjà proche de la fin. Valéria, on a parlé des conseillers financiers, du fait qu'ils avaient de l'appétit pour la crypto. Qu'est-ce qui pourrait faire accélérer l'adoption à leur niveau?
que l'AMF se positionne, parce que franchement, il nous embête. D'accord. Non, clairement, il y a une adoption philosophique, il y a une adoption économique. Il y a aujourd'hui des contrats qui ont été mis en place avec certaines plateformes qui, on ne sait toujours pas s'ils sont légaux ou pas, ces contrats, pour le moment. Donc, la clientèle est mature. On n'a pas uniquement la Gen Z qui est intéressée, mais aussi ceux qui ont les moyens réellement d'investir. Clairement, aujourd'hui, on a tout sur le marché qui est à maturité pour que les conseillers en investissement financier adoptent le conseil en crypto, sauf la réglementation. Donc, une fois que l'AMF se sera positionné clairement, il faudra qu'on trouve des solutions parce que tous les CIF ne seront pas en capacité de demander le PSCA. C'est une réglementation qui va être trop lourde pour certaines entreprises et trop coûteuse. La plupart des conseillers en investissement financier sont des petites structures unipersonnelles avec quelques salariés. Donc, on est vraiment dans la TPE. Et les grands réseaux de conseillers en investissement financier ne sont pas forcément aujourd'hui dans l'adoption de ce marché-là. Donc, tant qu'on n'aura pas une position très claire de l'autorité des marchés financiers, des attendus de la part des conseillers en investissement financier, on aura du mal avec le passage à l'acte. Mais je pense que c'est des choses qui vont être réglées très rapidement en 2026 et on aura de la visibilité. Ouais. Il y a déjà des choses en préparation. Alors, il y a beaucoup d'oralité. J'aimerais Ouais. qu'ils nous l'écrivent maintenant. D'accord. Ok, et c'est un peu ton rôle aussi avec l'ANACOFIS, un côté relations publiques et Tout lobby. à fait, tout à fait. Je fais énormément de travail pour représenter les intérêts de nos adhérents avec les autorités, mais aussi avec leur tutelle, qui est le ministère de l'économie. Et malgré l'absence de stabilité au niveau du ministère, on a quand même une administration qui est encore un petit peu à l'écoute et qui est moins réfractaire qu'elle a pu l'être à une époque. On avait l'administration et l'autorité des marchés financiers en 2018-2019 qui étaient hyper allants et ça se passait très très bien dans le cadre de la loi Pacte. Ensuite, on a eu un petit retour à resserrage de vis, notamment avec la LCBFT. Et puis, depuis, on a un problème de confiance qu'on est en train d'essayer d'établir, de rétablir avec tout le monde, mais en tout cas, l'administration est à l'écoute. Ok, et alors Gilles, sur ce côté justement, sur les difficultés qu'on peut avoir, donc là on a vu un peu les difficultés avec les partenariats, avec la régulation, avec l'adoption, et en tant qu'entrepreneur, quand on doit présenter du coup un projet crypto à des investisseurs, à des partenaires potentiels, j'imagine qu'on se heurte là aussi à des frictions, ou alors au contraire il y a un appétit intéressant. Par rapport à la technologie, en fait, une technologie, quand elle est trop neuve, c'est très compliqué. Donc nous, on en a utilisé deux particulièrement, la blockchain et une autre qu'on appelle le confidential computing, qui est une technologie d'encryption matérielle par les microprocesseurs. Et celle-là, ça a été très très long avant de la faire comprendre, de la faire admettre et qu'elle ait un petit peu de traction. Donc maintenant, dans le monde Web 3, ça commence à arriver, ce qu'on appelle les TI. Mais à l'époque, vraiment pendant des années, le calcul confidentiel, c'était vraiment très confidentiel, très difficile à expliquer. En même temps, en revanche, ça nous a ouvert énormément de portes du côté des grandes sociétés informatiques. On a eu quasiment des liens mais vraiment extraordinaires avec Intel, avec Google. On avait accès à leur dernier testbed qui n'était pas du tout ouvert au public. On avait accès, pareil, pour IBM, pour Microsoft, pour Alibaba Cloud. Vraiment, tous les grands acteurs nous ont ouvert leurs portes, mais à un niveau que j'aurais jamais pu imaginer. Dans l'anecdote, une des anecdotes rigolotes de cette époque-là, je me souviens qu'à un moment, on a eu un keynote du CEO de Microsoft, donc le keynote annuel du CEO de Microsoft, qui présente le confidential computing pendant 20 minutes. Pourquoi c'est génial, pourquoi c'est fantastique, pourquoi Microsoft va à fond là-dedans, qui présente des use cases avec une quinzaine de logos. Et parmi ces logos, on voit le logo d'iExec, une obscure société d'une
quarantaine de personnes à Lyon, qui fait 0 chiffre d'affaires et qui est présenté dans la keynote du CEO de Microsoft. C'était juste ahurissant. Mais c'est parce qu'effectivement, on était très très peu à cette époque à s'y intéresser, à proposer des choses et à être actif, à montrer qu'on arrivait à faire des choses. Et est-ce que cette mention de ce logo a permis d'accélérer les choses? Non, absolument pas. C'était juste pour le plaisir. Ok. Mais on a eu notre petit moment de fierté. On s'est dit, tiens, Oui, c'est c'est ce pas qui mal, compte. quoi. Très bien. Et pour finir un petit peu, pour clôturer, vu qu'on est un peu dans la limite avec Valéria, pour se positionner un peu sur l'avenir, l'Anna Coffee, c'est des métiers qui sont bien ancrés, qui sont bien en place, qui ont déjà leurs interlocuteurs, leurs relais dans les médias. Qu'est-ce que le Web3 pourrait apprendre d'un corps de métier, d'une industrie comme celle des conseillers financiers pour être représenté publiquement? Alors, Anna Coffee a 20 ans, enfin 22 maintenant. Mon Dieu, on a déjà fêté nos 20 ans il y a 2 ans. À la base, c'est un club d'entreprise, donc un peu ce que la DAN a été au départ. Et on s'est beaucoup, enfin en tout cas les dirigeants se sont beaucoup impliqués dans les négociations et les discussions au moment de la mise en place des régulations. Exactement ce qu'a fait Adan. Et à terme, quand la question de co-régulation s'est posée entre l'autorité et quelqu'un d'autre, naturellement, l'autorité s'est tournée vers les associations avec qui elle a co-construit quelque part la régulation. Donc, on n'est pas à l'abri que l'autorité des marchés financiers, en fonction du nombre d'entreprises présentes demain sur le marché, puisse envisager la co-régulation avec Adan ou d'autres. Mais en l'occurrence, là, on est sur une régulation tout à fait naissante. Donc, c'est exactement ce que disait Faustine. Et on a travaillé ensemble en 2018, enfin dès 2018, c'est tenir le stylo. Il n'y a rien de mieux que d'être présent dès le départ et d'expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, à ceux qui sont décideurs pour co-construire une régulation, co-construire l'évolution du marché avec les régulateurs d'une part, mais aussi avec les acteurs classiques finalement. Adan et Anna Coffee se parlent depuis plusieurs années maintenant et donc ça produit des fruits dans le sens où nos chiffres sont beaucoup plus sereins parce qu'on les accompagne, parce que nous, on maîtrise aussi la logique économique, un peu la techno. Et donc, du coup, j'incarne, mais je ne suis pas la seule à l'Anna Coffee à incarner ce dialogue. Et donc, c'est le cas aussi avec l'AFG, c'est le cas avec le monde dit classique, et ce qui permet en fait d'ancrer et de rendre normalisée une innovation qui peut faire peur parce que justement la presse relate que des scandales. Et donc cette normalisation, elle est indispensable parce que Web3 ne vient pas de nulle part et n'arrive pas nulle part. Il y a déjà un monde organisé et donc du coup, c'est comment on insère le Web3. Et je trouve que les acteurs qui s'occupent aujourd'hui mériteraient plus de moyens pour pouvoir encore mieux dialoguer, mieux s'ancrer. Mais le job est fait avec le peu de moyens actuellement et les acteurs du Web3 devraient y mettre un peu plus de moyens pour continuer justement à se faire une place dans le monde qui préexistait avant. Ok. Mais justement, je voulais rebondir un peu sur ce côté médiatique. La crypto, elle a souvent été vue à travers des scandales et des problèmes sur le 20h de TF1 ou de France 2. Et on voit qu'une boîte comme Morpho, c'est la plus grosse levée étudiante devant Facebook. Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas autant parlé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas le même relais dans les médias? Et est-ce que les médias crypto sont trop sectaires, entre guillemets? Est-ce qu'il faut plus d'échanges? Donc ça, c'est plus pour Faustine. Ça aurait été génial de faire la une de TF1, mais on fera à la prochaine. Non, mais la médiatisation généraliste de la crypto, elle est encore soit très faible sur effectivement les bonnes nouvelles, voire quasi inexistante, encore que si je prends le partenariat Société Générale Morpho, ça a été plutôt assez bien couvert la semaine dernière. Mais bon, on est en 2025, tout ce qui s'est passé avant au niveau de tout l'écosystème, effectivement, on n'en a pas forcément autant parlé.
Et quand elle n'est pas inexistante parce que c'est les bonnes nouvelles, c'est effectivement amplifier les mauvaises nouvelles. Mais bon, ça, je pense que c'est les biais. Et malheureusement, ce qu'on peut aussi regretter, et ça doit l'expliquer, c'est que vous avez des gens qui ont une voix qui compte énormément, qui sont des experts dans leur domaine. Je prends la présidente de la BCE, par exemple. Je prends des grands dirigeants de banques françaises, comme Philippe Brassac qui avait fait une tribune en 2022 en disant en 2025 le Bitcoin vaudra 0. Bon, c'est des gens qui comptent dans l'écosystème, dans même la société plus généralement, qui auront beau être des experts dans leur domaine, le sont pas forcément sur la crypto, le sont pas forcément dans tous les autres domaines qu'ils maîtrisent pas. Et malheureusement, c'est des gens dont la voix va être portée par les médias généralistes sur ces sujets dont ils ne sont pas experts. Et donc, ils vont en fait propager de la désinformation. Donc c'est un peu le problème de notre secteur qui est encore jeune et qui n'est pas aussi implanté, qui ne peut pas se revendiquer d'avoir des personnalités publiques qui ne chuchotent pas à l'oreille d'un ministre qui va relayer exactement les éléments de langage qu'on va leur donner. Et c'est un secteur qui n'a pas le poids d'autres. Je pense à l'industrie bancaire. L'industrie bancaire emploie 2% de la population française. Bon, bah forcément, ça a un poids un tout petit peu différent de la crypto. Et donc, quand il parle à des médias généralistes ou si on revient à un autre sujet, des interlocuteurs publics, ça n'a pas le même effet. Donc on part d'un peu plus loin, on part d'un réseau d'influence qu'on n'a pas construit en même temps, puisque l'innovation elle est beaucoup plus jeune. Donc il y a encore un besoin de se structurer et il y a un besoin, je pense pour le coup, des médias généralistes de faire leur travail, c'est-à-dire si on doit parler de Bitcoin, on parle à des gens qui connaissent le Bitcoin. Si on doit parler de stablecoin, on parle à des gens qui connaissent les stablecoins. Et on prend en compte les intérêts et les biais de chacun. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que les médias généralistes ne font pas. C'est-à-dire ils vont relayer des personnes qui, au demeurant, sont très compétentes sur d'autres sujets, mais leur donner parole d'évangile aux yeux de tout le monde, alors que sur la crypto, ils ne le sont pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait des médias dédiés? Est-ce qu'il faudrait plus de transfuge entre les journalistes crypto ou les gens du secteur et la presse classique et les écosystèmes mainstream? Alors, des médias, je pense crypto, c'était un exemple. Des médias crypto spécialisés, très bons, il y en a. Les transfuges, ce serait génial qu'effectivement il y en ait plus dans les médias généralistes. Je pense que c'est pas aussi simple ensuite quand il y a une ligne éditoriale. Et que ce soit dans les banques et dans les médias, je pense que de toute façon, c'est au niveau du top management et des leaders que c'est des sujets d'idéologie. On parle souvent du fait que la crypto est un monde d'idéologues et d'extrémistes et de maximalistes. En fait, quand vous parlez à la Fédération bancaire française et que vous leur dites que vous connaissez les cryptos, et on dit ah non, ce serait répréhensible de parler de crypto avec vous, c'est de l'idéologie aussi. Ouais, manifestement. Bon, on a juste le temps pour une dernière question pour finir avec l'entrepreneur, du coup, le côté entrepreneur de Gilles. Si tu pouvais changer 3 choses dans l'écosystème, que ce soit sur le point de vue fiscal, économique, médiatique, qu'est-ce que ce serait avec tout ce qu'on s'est dit un peu pour pouvoir avancer et prospérer? Moi, si je reviens un petit peu en arrière, généralement, je pense qu'on a été quand même assez écoutés. Comme je disais au début, c'est vrai que c'est des fois, quand on dit des choses importantes, on aimerait être écouté un peu plus. Moi, je sais que, par exemple, il y a un truc, on a toujours demandé à ce que la taxation dans les entreprises, quand on fait du mouvement crypto à crypto, qu'on soit comme les particuliers, c'est-à-dire pas taxé, et taxé uniquement quand on s'est converti en euros. Ça nous aura donné un effet de levier gigantesque. Et ça, c'est un vrai regret. Franchement, si on avait été écouté là-dessus, vraiment, ça aurait été très différent. D'un point de vue médiatique, moi, je reviens un peu sur les questions de sécurité qui concernent un peu tout l'écosystème. Il faudrait vraiment que les médias disent ça ne sert à rien d'enlever les gens parce qu'on ne peut pas payer de rançon. Donc, je le répète, là, il y en a parmi vous qui y pensent, on ne peut pas payer de rançon. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'ils nous écoutent sur les trucs de sécurité, quoi. Moi, je demande d'avoir le port d'armes. Un Glock, ça coûte 800 balles. Franchement, ça résoudrait pas mal de mes problèmes. Et ça serait beaucoup plus simple, quoi. En plus, j'en ai déjà, donc... Bon, on espère que le message sur la rançon, surtout, est passé pour que personne ne se fasse enlever à la sortie. Voilà. Et du coup, ça conclut un peu ce qu'on s'est dit. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'AMF doit agir, qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans des conditions pas évidentes, mais avec des acteurs qui ont de la volonté. Vous 3 par exemple, et voilà, ça présage quand même de bonnes choses pour le futur, je pense. Voilà.